Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors j'ai toujours le plaisir de te retrouver ici à Bali, mais ce coup-ci dans un endroit qui est totalement différent. En fait, j'organise ici à Bali un événement avec tous mes participants, enfin, pas tous mais en tout cas une bonne partie, et on a changé d'endroit, on a pris une superbe villa, et pour le coup, en fait le propriétaire de la villa est un Français, je l'ai eu au téléphone. On a beaucoup discuté, c'est quelqu'un qui était multi-entrepreneur quand il était en France. Il a vendu ses entreprises, il a acheté 3 belles villas ici à Bali, donc on loue actuellement les 3 belles villas. Je vais te les faire visiter, tu vas voir, c'est absolument magnifique. Non seulement elles sont magnifiques, mais en plus de ça, c'est des villas qui lui rapportent vraiment beaucoup d'argent, puisqu'il me semble qu'il a investi à peu près 1 million d'euros, donc après la vente de ses entreprises, pour acheter ces 3 grandes villas que tu vas voir. Et ça lui rapporte de mémoire à peu près 15 000 euros par mois, net. Donc super intéressant. Je t'envoie quelques images magnifiques de cette villa et on se retrouve à de suite. J'espère que ces images t'ont plu. Je trouvais ça intéressant de te faire visiter cet investissement en même temps que je te parle d'investir dans l'immobilier. Alors attention, là on est sur des gros investissements. La personne que j'ai eu au téléphone, ce propriétaire, c'est quelqu'un qui avait racheté peut-être 5 ou 6 entreprises dans sa vie. Il les a vendues, il en a eu marre, il payait beaucoup d'impôts en France de ce qu'il m'a dit. Il a tout vendu, il a acheté 3 grosses maisons ici, ça lui suffit à vivre amplement en tant que rentier. Et donc voilà, donc j'avais envie de te le présenter. Maintenant on va partir sur des investissements beaucoup plus simples. Donc le but de cette vidéo, c'est de reprendre, notamment pour tous les débutants, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne et je vous en remercie. Le but, c'est vraiment pour les débutants de reprendre étape par étape comment est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier. Premier point, être formé. Alors forcément, tu vas me dire, oui mais Christopher, tu es formateur en investissement immobilier, tu ne vas pas nous dire le contraire. Oui, exactement, je ne vais pas te dire le contraire. Je suis formateur en investissement immobilier, tout simplement parce que je crois en ce que je fais, pour la simple et bonne raison que quand j'étais en gestion de patrimoine, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont fait des erreurs en fiscalité, des erreurs financières, des erreurs dans l'investissement immobilier. Et je savais à quel point c'était important pour eux de connaître ça, mais à quel point c'était vraiment flou dans la tête des gens. Donc oui, c'est quelque chose dont je suis très convaincu. Un petit peu comme un médecin qui va dire de ne pas fumer parce que grâce à son métier, il connaît tous les impacts négatifs que ça va avoir sur ta santé. Ou un peu comme un avocat qui va te dire de prendre une protection juridique parce qu'il sait à quel point ça peut être coûteux de ne pas en avoir. Donc oui, forcément, je suis très convaincu par ça. Une fois que tu es bien formé, que tu as les compétences pour investir dans l'immobilier, la deuxième étape, c'est qu'il faut savoir pourquoi est-ce que tu investis dans l'immobilier. En fait, il y a une chose dont il faut prendre conscience, c'est que investir dans l'immobilier, c'est une chose, mais il faut savoir quelle est la finalité en fait. Pourquoi est-ce que tu vas investir? Est-ce que tu vas investir parce que dans 10 ans, tu veux revendre et réaliser un de tes objectifs, un de tes rêves? Est-ce que tu veux investir parce que tu veux garder tes biens pendant 50 ans et ensuite les transmettre à tes enfants? Quel est l'objectif final d'avoir de l'immobilier? On est d'accord, même si moi je suis passionné par l'immobilier, moi ce qui me passionne surtout c'est l'objectif. Qu'est-ce que je peux faire réellement? Quelle est la liberté que m'offre l'argent que me procure l'immobilier? Donc toi, qu'est-ce que c'est? Une fois que tu as tes rentes, une fois que tu as tes loyers, une fois que tu as tes plus-values, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que c'est de travailler beaucoup moins? Est-ce que c'est de passer plus de temps avec ta famille, avec tes enfants? Est-ce que c'est d'aller créer une association à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est de t'acheter une voiture, de t'acheter un super bel appartement? Quel est ton but final? En fait, ce qui est important là-dedans, au-delà de juste savoir pourquoi tu investis et donc quelle est la finalité, c'est vraiment de garder en tête tous les jours quelle est ta motivation principale. Si le but d'acheter de l'immobilier, c'est de passer plus de temps avec tes enfants parce que tu en as marre le matin quand tu te lèves à 8 h d'aller travailler alors que tu aimerais peut-être amener tes enfants à l'école, ou peut-être qu'il y a un jour où tes enfants ne sont pas à l'école et tu aimerais peut-être rester à la maison avec eux. Si c'est ça qui te motive, pense à ça tous les jours. Le matin quand tu te lèves, que tu dois faire des visites pour tes biens immobiliers, que tu dois aller chercher des annonces sur internet, que tu dois aller au-delà de certaines contraintes, au-delà de certaines embûches dans l'immobilier, si tu gardes en tête quel est ton but, si tu gardes en tête le matin quand tu te lèves, la sensation de voir tes enfants partir le matin et toi partir au travail alors que tu aimerais rester avec eux, si tu gardes ça en tête, en fait ça va te motiver, ça va te booster pour les jours où tu en auras besoin dans l'immobilier parce que oui, tu vas en avoir besoin. Tout simplement parce que l'immobilier, même si c'est 99% de bonnes choses, de liberté et d'argent que ça te procure, c'est des contraintes, c'est des embêtements, c'est des embûches, c'est des problèmes, c'est tout ça. Donc pour pouvoir pallier à tout ça, pour pouvoir aller au-delà de tout ça, il faut vraiment être motivé et garder en tête régulièrement quel est ton objectif. Donc c'est pour ça que je te dis que la deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire avec cet immobilier, quel est le but final. Troisième étape, une fois que tu as déterminé quel est ton but, quel est ton rêve, pourquoi tu veux faire de l'immobilier, il faut te donner un objectif précis et chiffré. Un nombre d'appartements, un nombre d'immeubles, un nombre de revenus mensuels,
un nombre de plus-values que tu veux faire dans l'année, plus ton objectif sera précis, plus les chiffres seront précis et plus ça sera facile pour toi de l'atteindre. Donc si par exemple ton but c'est de créer une entreprise, tu as déterminé qu'il te fallait 200 000 € pour monter ton entreprise. Dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus facile de savoir combien de biens immobiliers va falloir que tu achètes, combien de revenus locatifs il faudra que tu aies, combien de plus-values il faudra que tu fasses pour atteindre tes 200 000 € et créer ton entreprise. Donc vraiment, détermine un chiffre précis pour pouvoir atteindre un objectif précis. Quatrième étape, comment tu veux investir? Est-ce que tu veux acheter pour faire de la location? Est-ce que tu veux acheter pour faire de l'achat-revente? Ça, c'est une des premières questions à se poser. Et souvent, quand je rencontre des participants, c'est aussi leur première question. Est-ce que je démarre par du locatif? Est-ce que je démarre par de l'achat-revente? Lequel est le mieux? En fait, je vais répondre à une question de suite, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a simplement une stratégie qui va être beaucoup plus adaptée pour une personne à une situation donnée. Donc peut-être que toi, je te donne un exemple, tu as 25 ans, tu gagnes 2 000 € par mois, tu as un objectif de créer une entreprise derrière, peu importe, un objectif précis. Peut-être que dans ton cas, de démarrer par l'achat-revente va être beaucoup mieux. Tu prends une autre personne qui a peut-être la même situation que toi, son objectif est différent, pour elle, ça sera peut-être beaucoup mieux de démarrer par la location. En fait, ça, à force d'être formé et donc forcément d'avoir toutes les connaissances liées à ces deux stratégies, tu arriveras à savoir quels sont les avantages et inconvénients des deux stratégies. Et à ce moment-là, tu seras suffisamment compétent pour savoir sur quelle stratégie partir. En fait, pourquoi cette question est importante? Tout simplement parce que si tu décides de partir sur de l'achat-revente ou sur de la location, tout ce qui découle derrière sera complètement différent. En fait, tu ne recherches pas les mêmes types d'opérations, c'est pas du tout les mêmes. Tu vas pas forcément rechercher aux mêmes endroits, c'est pas forcément les mêmes quartiers, c'est pas les mêmes cibles que tu vas toucher. La stratégie n'est pas la même, le type de crédit à demander n'est pas le même non plus. La fiscalité, je t'en parle pas, ça n'a non plus rien à voir. Donc vraiment, tout va être différent suivant que tu choisisses de la location ou de l'achat-revente. Cinquième étape, une fois que tu as déterminé que tu partais sur de la location ou sur de l'achat-revente par exemple, il faudra déterminer dans quelle ville, dans quel coin tu vas aller investir. Est-ce que tu restes à côté de chez toi, dans le même quartier? Est-ce qu'au contraire tu vas t'éloigner de chez toi? Est-ce que tu vas choisir des petites villes, des grandes villes, un bon quartier, un quartier moyen, un quartier très haut de gamme? Qu'est-ce que tu vas choisir? En parallèle de ça, tu vas te demander est-ce que j'achète un garage, un parking, une maison, un appartement, un immeuble, un local commercial? En fait, c'est deux questions à savoir où est-ce que j'achète, dans quelle ville, dans quel quartier, et l'autre question, qu'est-ce que j'achète, appartement, maison, etc. Ces deux questions, en fait, elles vont être indissociables. Si par exemple, tu as un budget de crédit de 50 000 €, forcément, ça va être ça ta contrainte. Pourquoi? Parce qu'à 50 000 €, tu ne vas pas pouvoir aller dans des grandes villes, tu ne vas pas pouvoir aller dans des quartiers haut de gamme. Donc ta contrainte de budget fait qu'automatiquement, tu vas commencer à aller chercher dans des quartiers un peu plus moyens ou des petites villes. A l'inverse, si par exemple ta contrainte c'est ta peur, imagine que tu aies peur d'aller investir en dehors de ta ville. Donc forcément, tu vas te limiter qu'à ta ville. Si tu te limites qu'à ta ville, il va falloir trouver des biens qui sont intéressants dans ta ville. Donc tu as des villes qui sont intéressantes peut-être pour des parkings, certaines qui sont intéressantes pour des immeubles et d'autres pour faire de l'achat-revente sur des grosses maisons. Chaque ville va avoir un marché différent et donc il faudra analyser dans la ville où tu te situes quel est le plus intéressant. Donc je vais dire que comme ces deux questions sont indissociables, la première chose ça va être de caler toutes les contraintes. Quelles sont les contraintes, quelles sont tes peurs, qu'est-ce qui t'oblige, comme là par exemple le budget ou ta peur, à faire certaines choses. Une fois que tu as calé quelles sont tes contraintes, ensuite tu vas déterminer quelle est la ville ou quel est le type de bien que je veux choisir. Si tu as la ville, tu vas trouver le type de bien les plus intéressants dans cette ville. A l'inverse, si tu as le type de bien que tu veux faire, tu iras trouver la ville dans laquelle ce type de bien se situe. La sixième étape, une fois que tu as déterminé quel type de bien tu voulais acheter, quelle ville tu voulais acheter, il faudra faire une étude de marché. Donc l'étude de marché, il faudra analyser quelle est l'offre de ce type de bien, la demande, quelle est la cible, quel type de population tu vas viser, que ce soit pour de la location ou pour de l'achat-revente, comment se comporte cette cible, quel est le budget de cette cible, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Bref, tu vas tout analyser. Alors quand je te dis ça comme ça doit te paraître super complexe de dire oula, il faut analyser plein de données, plein de chiffres et tout. Pas forcément. Quand tu le sais le faire, moi par exemple, c'est quelque chose que j'apprends à mes participants, parce que dans mes formations, il y a un module exprès là-dessus. En l'espace de 15 à 20 minutes, ils arrivent vraiment à cibler 80% des informations pour savoir si c'est intéressant ou pas de poursuivre l'analyse dans une ville et avoir vraiment les grandes tendances d'une ville ou d'un quartier. Donc ça peut se faire vraiment très rapidement, mais comme tout, quand tu ne le sais pas, ça te paraît être une montagne et ça te paraît être des heures d'analyse, alors qu'en fait pas du tout. Septième étape, une fois que tu as fait toutes tes analyses, il faudra cibler qu'est-ce que tu vas acheter précisément. Imaginons que dans l'étape précédente, tu as déterminé que tu cherchais un immeuble. Un immeuble, c'est bien, mais il y a aussi quel type d'immeuble, quel type d'appartement à l'intérieur, qu'est-ce qui est le plus recherché. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai acheté mon premier immeuble, dans la ville où j'ai acheté, à la base, je voulais chercher un immeuble avec que des studios. Je me suis rendu compte, après ces analyses, qu'au final, ce qui était le plus recherché, c'était des T2, des T3 et des T4. Pourquoi? C'est comme ça, la cible en fait de cette ville fait que ces appartements étaient beaucoup plus demandés, surtout les T3 et les T4. Donc j'ai agencé mes recherches ou j'ai agencé mes transformations pour avoir du T2 et du T4. Donc si je te donne mon exemple, au début quand j'ai acheté mon immeuble, c'était simplement des studios qui étaient les uns sur les autres et tout en haut j'avais des combles.
J'ai refait les combles en T2 et un des studios, je l'ai aussi transformé en T2 parce que la demande me disait que c'était mieux d'avoir des T2. Voilà. Si j'avais pas vu cette demande, si j'avais pas analysé la demande de la ville, j'aurais tout simplement gardé ça en studio. Donc voilà, même si tu as ciblé ta ville dans laquelle tu voulais investir, ça c'est l'étape qu'on a vue tout à l'heure, même si tu as ciblé que tu voulais des immeubles, là, reprends tes analyses et vois de quoi ont besoin les gens, de quoi ont besoin la cible que tu vas cibler tout simplement. Si par exemple c'est des grandes familles, elles vont rechercher forcément des T3, des T4. Voilà, donc prends la cible qu'il y a dans le quartier ou dans la ville dans laquelle tu veux investir et transforme tes biens immobiliers ou cherche des biens immobiliers qui sont en adéquation avec ta cible. Et donc on arrive maintenant à la 8e étape, la meilleure, le concret. Les recherches de biens sur les annonces et les visites. Alors évidemment c'est la partie la plus complète, ça demande énormément de choses. Quoi chercher comme type de bien, quoi visiter, quelles sont les démarches administratives, quoi regarder, les travaux, comment faire les devis, il y a énormément de choses. Alors malheureusement, j'aurai pas le temps dans cette vidéo, sinon elle sera beaucoup trop longue. Et par respect pour mes participants, comme c'est des informations que je leur réserve à eux uniquement, par respect pour eux, je garderai ces informations juste dans ma formation. 9e étape, une fois que tu as visité, trouvé un bien qui te convient, il faudra faire des offres, négocier, refaire des offres, renégocier, etc. jusqu'à ce que tu tombes sur un prix qui corresponde à tes analyses. Donc c'est un processus qui peut être long et parfois un petit peu bancal si on n'est pas très bon en négociation. Donc évidemment la négociation c'est un sujet qui s'apprend, il faut du temps pour se former dessus parce que pas tout le monde, on n'a pas tous les mêmes aptitudes de négociation suivant nos métiers. Moi c'est quelque chose que j'ai appris dans mon métier de gestion de patrimoine, donc j'ai fait énormément de formations dessus. Donc voilà, c'est quelque chose qui t'apprend. Mais pour te donner une idée, j'ai des techniques de négociation qui dernièrement sur une opération m'a permis de négocier 200 000 € sur le bien, tout en restant en très bon terme avec le vendeur, l'agent immobilier, etc. Pas en essayant de les broyer comme certaines personnes peuvent faire dans les négociations un petit peu moyennes qu'on peut voir. Donc voilà, il faut vraiment se former sur le sujet, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui peut vraiment faire baisser la note sur ton investissement. 10e étape, maintenant que tu t'es mis d'accord avec le vendeur sur le prix du bien, il faudra signer un compromis. Donc un compromis, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un acte qui va lier l'acheteur et le vendeur, mais c'est un acte qui est provisoire jusqu'à temps que vous signiez l'acte final chez le notaire. C'est un acte qui est provisoire mais qui vous engage aussi également quand même. Fais vraiment attention à ce contrat parce que c'est souvent là que les erreurs arrivent. Des fois des clauses qui sont mal rédigées, des fois des informations qui sont un petit peu floues. Par exemple, j'avais un participant de formation qui venait de signer un bien, ça faisait 3 jours qu'il avait signé le bien. Il me montre le compromis et dans le compromis, on s'aperçoit qu'en fait, 3 chambres sur 4 n'étaient pas considérées comme des chambres parce qu'elles faisaient moins de 9 mètres carrés. Lui, il n'a pas forcément fait attention parce qu'elles faisaient entre 7 et 8 mètres. Lui, il n'a pas forcément fait attention, il n'était pas formé puisqu'il démarrait la formation, donc il ne connaissait pas le sujet. Et là, en fait, il se rendait compte que sur 4 chambres, il n'y en avait qu'une seule qui était réellement considérée comme une chambre. Donc fais vraiment très attention, ça c'est une astuce parmi tant d'autres. Et des choses comme ça, il y en a vraiment des milliers, donc fais très attention au compromis. La 11e étape, une fois que ton compromis est signé, tu vas aller voir le banquier avec ton compromis, si évidemment tu fais un prêt sur ton opération. Donc là, pour aller voir le banquier, il faudra que tu aies monté un dossier, et vraiment un très bon dossier, sinon ça ne marchera pas, tu risques pas d'avoir ton prêt. Il faut évidemment ton compromis qui est signé et il faut énormément de documents pour pouvoir avoir un dossier final qui soit très complet. Je t'invite à aller voir une demi-vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur le dossier bancaire pour avoir un maximum d'informations sur le dossier bancaire. Tu cliques juste ici et tu verras, je te donne beaucoup d'astuces pour pouvoir avoir un dossier bancaire qui soit vraiment très bon. Ça, c'est une étape qui est vraiment clé parce que tout simplement, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire d'investissement immobilier. Fais très attention à cette étape, travaille vraiment très bien ton dossier, mets énormément de choses dedans. C'est comme tout, ça s'apprend. Donc regarde cette vidéo, ça te donnera beaucoup de choses. Donc voilà, il ne faut vraiment pas prendre cette étape à la légère. Et malheureusement, beaucoup d'investisseurs vont un petit peu chez le banquier, un peu comme ils vont au supermarché. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas les prêts. Et souvent, ils se plaignent, ils se disent oui, mais c'est de la faute du banquier. Il est méchant, il ne me prête pas. Non, c'est pas la faute du banquier. Souvent, la faute, elle vient de nous, c'est parce qu'on n'a pas été assez bon et qu'on n'a pas assez bien monté notre dossier bancaire. Je te donne encore un exemple. J'ai un de mes participants de formation qui a demandé un prêt il y a à peu près un an. 120 000 € à son banquier, il lui a été refusé. Après la formation, il a demandé un prêt de 270 000 €, il lui a été accepté. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible? Il y a 2 fois plus de montant, etc. Tout simplement parce que le banquier ne l'a pas reconnu. Même lui, il a dit, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne. Il y avait un dossier qui était super bien monté. Et ne serait-ce que l'affaire, c'était pas la même entre celle à 120 000 € qui était à 4% de rendement et celle à 270 000 € qui était à 14% de rendement. C'est pas du tout les mêmes chiffres. Comme c'est pas la même chiffre, c'est pas la même confiance, c'est pas le même dossier, bref, tout a changé. Forcément, le banquier a pu prêter. En 12e étape, tu vas aller signer l'acte final chez le notaire. C'est à partir de ce moment-là que tu seras réellement propriétaire du bien. En 13e étape, soit mettre tes locataires en place, soit faire tes travaux. Alors attention sur les travaux également, ça demande beaucoup d'informations, un très bon réseau, il faut vraiment bien connaître ça. Donc fais attention, ne te lance pas dans des travaux si tu t'es pas formé sur le sujet ou si tu n'as pas réellement un entourage de confiance. Mais voilà, franchement, c'est rien d'insurmontable. Je suis passé par des travaux, j'ai eu également des choses qui ne se sont pas passées comme prévu sur les travaux.
J'en suis pas mort. Ce qu'il faut, c'est bien le prévoir, bien calculer et comme tout, bien faire tes analyses. Et enfin, la 14e étape, profiter, que ce soit ici à Bali ou ailleurs d'ailleurs. Alors évidemment, il y a plein d'autres de micro-étapes, mais là déjà, tu as vraiment les grandes étapes générales de l'investissement immobilier. Le but, c'est que toi, en tant que débutant, tu aies vraiment en moins de 15 minutes une vision d'ensemble sur l'investissement immobilier, comment ça fonctionne, quelles sont les grandes étapes et sur quoi tu dois faire attention et te former. Donc futur entier, j'espère que cette vidéo t'a plu, qui change un petit peu, elle est un petit peu moins complexe que les autres, mais le but c'est vraiment pour les débutants, vous êtes vraiment très nombreux à me rejoindre. Donc voilà, je sais que des fois quand tu me rejoins, arriver sur une vidéo fiscalité ou juridique très poussée, t'apprécies peut-être moyennement. Donc voilà une vidéo beaucoup plus simple pour démarrer de zéro sur l'investissement immobilier. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, je ne vais pas te le refaire, mets un like sur cette vidéo, tu sais que moi ça me motive à te faire encore plein d'autres vidéos, te trouver de nouveaux endroits, te faire partager des superbes investissements comme celui dans lequel je me trouve à Bali. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que toi en tant que débutant tu l'as apprécié? Est-ce que tu aimerais des vidéos plus complexes ou des fois des vidéos un peu plus simples pour vraiment partir de zéro pour les débutants? Voilà, dis-moi ça en commentaire, ça m'aidera. Évidemment, n'oublie pas de cliquer dans la description sur le lien. Tu recevras 1 heure de mon séminaire gratuit où là déjà tu iras sur des étapes beaucoup plus complexes. Je te parle de fiscalité, de stratégie et de crédit notamment. Et tu recevras à la suite de ça pas mal d'autres vidéos où je te parle de tout mon parcours, comment j'ai acheté plus d'une trentaine de biens immobiliers en partant de zéro et sur 4 continents différents, toutes les erreurs de mes biens, combien ça m'a rapporté également, bref, tu sauras absolument tout. Donc futur entier, je vais te souhaiter, comme d'habitude, une super belle journée pleine de patates, pleine de motivation et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à toi.